La première goutte de vin a touché le papier exactement à 19h15. Ma sœur Laetitia ne l'a pas renversé par accident. Elle l'a versé. J'ai vu son poignet incliner le verre de Bordeaux avec une précision chirurgicale, une arrogance froide qui m'a glacé le sang. Mais ce n'est pas ce qui a détruit notre famille ce soir-là. Ce qui a tout fait basculer, c'est ce que mon père, Raymond, un homme qui n'avait pas élevé la voix en 40 ans, a fait ensuite. Il s'est levé, a marché jusqu'à l'évier, a pris du savon pour retirer son alliance qu'il portait depuis 1985 et l'a laissé tomber dans la flaque de vin rouge. Puis il a prononcé 4 mots. 4 mots qui ont mis ma mère et ma sœur à la rue en pleine tempête de neige. Écrivez un commentaire maintenant pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. J'aimerais vraiment savoir qui fait partie de notre communauté ce soir, car ce que je vais vous raconter, je ne l'ai encore jamais dit à personne. Revenons à ce moment précis. Nous étions dans le chalet familial à Gérardmer, dans les Vosges. Dehors, le vent de novembre hurlait, fouettant les vitres avec de la neige fondue. À l'intérieur, le feu crépitait, mais l'atmosphère était tout sauf chaleureuse. C'était censé être une fête pour la retraite de mon père, ancien ingénieur à la SNCF. Mais comme toujours, le spectacle tournait autour de Laetitia. Mon fils, Enzo, 7 ans, était assis au bout de la grande table en chêne. Il avait passé 3 semaines sur ce dessin. C'était une aquarelle du lac de Longemé, un cadeau qu'il préparait méticuleusement pour son grand-père. Il avait même acheté le papier canson avec son propre argent de poche. Il tirait la langue, concentré, ajoutant une dernière touche de versapin. Laetitia s'est approchée. Elle portait cette robe en soie hors de prix qui jurait avec l'ambiance rustique du chalet. Elle se disait coach de vie holistique, mais tout le monde savait qu'elle vivait au crochet de mes parents. Elle tenait son verre de vin rouge comme un sceptre. « C'est mignon », a-t-elle dit, sa voix pâteuse trahissant sa 3e consommation de l'heure. Mais franchement, Enzo, la perspective est totalement fausse. Tu ne seras jamais un artiste avec ce coup de pinceau. Enzo s'est figé. C'est pour papy, a-t-il murmuré sans lever les yeux. Papy a besoin de beauté, pas de gribouillage, a répliqué Laetitia. Et c'est là que c'est arrivé. Elle a fait semblant de trébucher sur le tapis. Un mouvement théâtral, grotesque. Le liquide rouge sombre a jailli du verre. Il a éclaboussé la nappe blanche immaculée et a atterri en plein milieu du ciel bleu que mon fils venait de peindre. Le papier a bu le vin instantanément. Les bords ont gondolé. Le bleu du ciel s'est mélangé au rouge du vin pour former une tache violette, laide, ressemblant à un hématome. Enzo a lâché son pinceau. Il n'a pas crié. Il a juste regardé son travail se dissoudre. Ses petites épaules se sont mises à trembler. « Oups », a dit Laetitia. Elle n'avait même pas l'air désolée. Elle a ri, un petit rire nerveux mais cruel. « Désolé le mioche. De toute façon, il prenait trop de place sur la table. On a besoin d'espace pour le fromage. » J'ai senti une chaleur brûlante monter dans ma poitrine. Je voulais hurler. Je voulais la gifler. Mais je suis restée assise, paralysée. C'est l'habitude. L'habitude de se taire. Mon oncle Gilles, le frère de maman, a gloussé depuis le canapé. Allez, c'est le métier qui rentre. Il faut qu'il s'endurcisse, ce petit. Le monde est cruel, mon garçon. Ma mère, Odette, est sortie de la cuisine. En voyant la scène, elle ne s'est pas précipitée vers Enzo. Elle a regardé la table. Oh mon Dieu, Laetitia. Le bois. Le vin va tacher le chêne massif, a-t-elle crié. Elle a attrapé une serviette et a commencé à éponger la table frénétiquement, repoussant le dessin d'Enzo comme s'il s'agissait d'un déchet. Maman, c'est mon dessin, a sangloté Enzo, sa voix se brisant. Ce n'est que du papier, Enzo, a aboyé ma mère sans le regarder. Ne sois pas dramatique comme ta mère. Ta tante a fait une maladresse, c'est tout. On t'achètera un cahier de coloriage demain. Un cahier de coloriage. Elle comparait 3 semaines d'efforts créatifs à un cahier de coloriage industriel. Je me suis levée. Mes jambes tremblaient. J'allais faire ce que je faisais toujours, nettoyer, excuser, arrondir les angles. J'allais demander pardon pour le fait que mon fils pleurait. Mais quelque chose m'a arrêté. Mon père. Raymond était assis en bout de table.
Il n'avait pas bougé. Ses mains étaient posées à plat de chaque côté de son assiette vide. Il fixait la tache de vin. Je connaissais mon père. C'était un homme de calme, un homme de structure. Mais à cet instant, j'ai vu les muscles de sa mâchoire se contracter si fort que j'ai cru entendre ses dents grincer. Il tenait son couteau à viande si fermement que ses jointures étaient devenues blanches, comme de l'os. Le rire de Laetitia a continué, une note discordante dans l'air électrique. Franchement, il me remercie. Maintenant, il peut faire quelque chose d'utile au lieu de rêvasser. C'était la phrase de trop. Je ne le savais pas encore, mais Laetitia venait de signer son arrêt de mort. Pas physique, mais social et financier. Elle venait de réveiller un volcan qui dormait depuis 30 ans. Et la lave allait tous nous brûler. Avant que mon père ne fasse son mouvement, le temps a semblé se dilater. En regardant ma mère frotter le bois frénétiquement tout en ignorant les larmes de son petit-fils, j'ai été projetée en arrière. Ce n'était pas une scène nouvelle. C'était la répétition d'un vieux film que je connaissais par cœur. J'ai grandi dans l'ombre de Laetitia. Elle était l'enfant soleil. J'étais l'enfant de l'ombre. Elle était blonde, charismatique, bruyante. J'étais brune, pratique, silencieuse. Je m'appelle Magali, j'ai 32 ans, et je suis chef de quai dans une entreprise de logistique. Je gère des camions, des horaires, des crises. Je suis solide. Mais face à ma famille, je redevenais une petite fille de 5 ans. Je me souviens de mes 18 ans. J'avais été acceptée dans une université à Lyon. J'étais si fière. Mais ma mère m'avait assise dans la cuisine. Magali, ma chérie, avait-elle dit avec cette voix doucereuse qui précède toujours une mauvaise nouvelle. Tu sais que ta sœur a besoin de soutien. Elle part à Paris pour son école de théâtre. Ça coûte très cher. Nous ne pouvons pas payer 2 logements. Tu es raisonnable, toi. Tu peux étudier ici, à la fac du coin, et vivre à la maison pour nous aider. J'avais cédé. Comme toujours. J'avais sacrifié mes rêves pour que Laetitia puisse poursuivre les siens. 6 mois plus tard, elle avait abandonné le théâtre parce que les professeurs étaient jaloux de son talent. L'argent de mes études avait servi à financer ses soirées dans le Marais. Et aujourd'hui, je voyais l'histoire se répéter avec mon fils. Enzo était en train d'apprendre qu'il ne comptait pas. Qu'il était secondaire. Il faut qu'il arrête de chouiner, a lancé mon oncle Gilles, se resservant du vin. Sérieusement, Magali, tu en fais une poule mouillée. À son âge, je travaillais déjà dans les champs. Ma mère a relevé la tête, son visage rouge d'effort. Gilles a raison. Laetitia est sensible, elle a besoin d'exprimer sa créativité. Enzo doit comprendre que l'espace est limité. C'est là que j'ai réalisé. Il ne voyait pas mon fils. Il ne me voyait pas. Pour eux, nous n'étions que des figurants dans le grand spectacle de la vie de Laetitia. Laetitia s'est laissée retomber sur sa chaise, un sourire satisfait aux lèvres. Allez, Magali, fais pas cette tête d'enterrement. C'est juste du papier. Je lui donnerai 5 € pour s'acheter des bonbons, d'accord ? Elle a sorti son portefeuille, un Louis Vuitton qu'elle avait emprunté à ma mère il y a 2 ans et jamais rendu. Elle l'a ouvert. Il était vide, bien sûr. Maman, tu as du liquide ? A-t-elle demandé sans gêne. Ma mère a immédiatement fouillé dans sa poche. Oui, ma chérie, bien sûr. Je regardais cette transaction obscène. Ma mère allait donner de l'argent à ma sœur pour dédommager mon fils d'une humiliation que ma sœur venait de causer. C'était un cycle infernal. J'ai regardé Enzo. Il s'était recroquevillé sur sa chaise, essayant de se rendre le plus petit possible. Il avait arrêté de pleurer, mais ses yeux étaient vides. Il apprenait la leçon la plus dangereuse, que sa douleur était un inconvénient pour les adultes. Qu'il valait mieux disparaître. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, que feriez-vous à ma place ? Auriez-vous renversé la table ? Auriez-vous hurlé ? Ou auriez-vous fait comme moi, paralysé par des années de conditionnement, en attendant que l'orage passe ? Écrivez votre réaction, je vous lis. Je m'apprêtais à prendre Enzo par la main et à quitter la pièce, peut-être même à quitter la maison pour toujours, quand un bruit sec a coupé court à mes pensées. Clang. C'était le bruit d'une fourchette jetée violemment sur une assiette en porcelaine. Tout le monde a sursauté.
Le silence est retombé lourdement. Nous nous sommes tous tournés vers le bout de la table. Raymond, mon père, s'était levé. Il ne regardait personne. Son visage était gris, comme la cendre froide d'un feu éteint depuis longtemps. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air terminé. Comme une machine dont on vient de couper le courant principal. Il a poussé sa chaise en arrière. Le bois a grincé sur le parquet, un son long et désagréable qui a fait grimacer Laetitia. « Papa ?» a-t-elle demandé, une pointe d'agacement dans la voix. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas pas t'y mettre aussi ?» Il ne lui a pas répondu. Il a contourné la table. Il marchait lentement, avec une lourdeur que je ne lui connaissais pas. Il s'est dirigé vers l'évier de la cuisine ouverte. Il a ouvert le robinet. L'eau a coulé. Il a pris le flacon de liquide vaisselle. Il en a versé une grosse noisette sur sa main gauche. Sur son annulaire. Je retenais mon souffle. Je savais ce qu'il faisait. Je savais à quel point c'était impossible. Il n'avait jamais retiré cette bague. Jamais. Même quand il s'était cassé le doigt en réparant la toiture en 98, ils avaient dû couper le plâtre autour, mais il avait refusé qu'on coupe l'anneau. Son alliance faisait partie de sa chair. Il a commencé à tirer. Le silence dans le chalet était absolu. Même le vent dehors semblait avoir retenu son souffle. Le seul son était le bruit humide de la peau contre le métal et la respiration sifflante de mon père. Il grimaçait. L'anneau d'or était incrusté dans sa peau épaissie par l'âge et le travail manuel. C'était une lutte physique, violente. Il tournait, tirait, forçait. Sa jointure est devenue rouge vif, puis violette. « Raymond, qu'est-ce que tu fais ?» a chuchoté ma mère, la voix tremblante. Elle tenait toujours son chiffon sale, figé comme une statue de sel. « Arrête, tu vas te blesser. » Il ne l'a pas écouté. Il continuait à tordre le métal. C'était comme s'il essayait de s'arracher un doigt. C'était douloureux à regarder. C'était l'image d'un homme qui s'ampute pour se sauver de la gangrène. Soudain, avec un bruit de succion esséurant, l'anneau a cédé. Il a glissé par-dessus l'os. Mon père a halté. Il a tenu sa main gauche avec sa main droite un instant, massant la marque blanche et profonde que l'alliance avait laissée. Une marque de 38 ans de mariage. Une marque de fidélité, de sacrifice, de travail acharné. Puis, il s'est retourné. Il tenait l'alliance entre son pouce et son index. Elle brillait sous la lumière du lustre rustique. Il a marché vers la table. Il s'est arrêté devant la place d'Enzo, là où le dessin ruiné gisait encore dans sa flaque de vin. Laetitia a levé les yeux au ciel, essayant de retrouver sa désinvolture. « C'est bon, papa. On a compris le message. C'est très théâtral. Tu devrais faire du cinéma. » Mon père a ouvert les doigts. Plouf. L'alliance est tombée directement dans la flaque de vin rouge, au centre du dessin détruit. Le vin a éclaboussé légèrement, tachant encore plus le papier. L'anneau d'or a coulé, disparaissant presque sous le liquide sombre. « Je suis à la retraite », a dit mon père. Sa voix était basse, rocailleuse, terrifiante. Ce n'était pas une voix de colère. C'était une voix de constat. « Oui, chérie, on fête ta retraite », a commencé ma mère, essayant désespérément de recoller les morceaux de la réalité. « Non », a coupé mon père. Il a levé les yeux et a regardé ma mère pour la première fois. « Je ne parle pas de la SNCF. Je parle de ça. » Il a fait un geste vague qui englobait la table, ma mère, Laetitia et toute la pièce. « Je prends ma retraite de cette famille. » Quoi ? Laetitia a ri, mais c'était un rire jaune. « Tu es ridicule. » J'ai passé 40 ans à vérifier les voies ferrées, a continué mon père, ignorant son commentaire. Il parlait avec une clarté effrayante. Mon métier, c'était de trouver les fissures. Les micro-fissures dans l'acier avant que le train ne déraille. J'ai passé ma vie à empêcher les catastrophes pour les autres. Il a fait une pause, regardant l'alliance noyée dans le vin. Mais j'ai laissé ma propre maison s'effondrer. J'ai vu les fissures, Odette. Je les ai vues depuis des années. Et j'ai fait ce qu'un mauvais ingénieur fait, j'ai peint par-dessus pour cacher la rouille. Il s'est tourné vers moi.
Ses yeux se sont adoucis un instant. Pardon, Magali. J'ai laissé faire. J'ai laissé ta mère et ta sœur te traiter comme une domestique. J'ai laissé mon petit-fils se faire humilier. Papa, c'est bon? Ai-je commencé, les larmes aux yeux. Ce n'est pas bon, a-t-il tranché. C'est fini. Il s'est dirigé vers le vieux buffet en noyer qui trônait dans le coin du salon. Il a ouvert le tiroir du bas et en a sorti un objet que je n'avais pas vu depuis des années. C'était son carnet de relevé. Un carnet noir, épais, à la reliure usée. Le genre de carnet qu'il utilisait sur les chantiers pour noter les anomalies techniques. Sauf que celui-ci n'était pas pour les trains. Il est revenu vers la table et a posé le carnet lourdement à côté du dessin ruiné. « Tu aimes rire, Laetitia ?» a-t-il demandé calmement. « Tu trouves que détruire le travail des autres est amusant ? Alors rions un peu. J'ai préparé une petite lecture. » Il a ouvert le carnet. Les pages étaient couvertes de son écriture d'ingénieur, petite, précise, méticuleuse. Des colonnes de chiffres. Des dates. Des noms. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé ma mère, sa voix montant dans les aigus, frôlant l'hystérie. « Raymond, range ça. On est en famille. » « C'est un audit, a répondu mon père. L'audit de la faillite morale et financière de cette famille. Il a posé son doigt sur la première ligne. « Commençons par les petites fissures, a-t-il dit. » Ce qui allait suivre n'était pas seulement une liste de dépenses. C'était la dissection brutale de tous les mensonges que ma mère et ma sœur avaient tissés autour de nous pendant des années. Et personne n'était prêt pour ce qui allait sortir de ce carnet. Page 1, a annoncé mon père, ajustant ses lunettes de lecture qu'il avait sorties de sa poche de chemise. Son ton était celui d'un contrôleur fiscal, dénué de toute émotion. 15 mars 2023. Sortie, 4 500 €. Motif déclaré par Laetitia, masterclass intensive de marketing digital à Paris pour lancer son business de coaching. Maman a pleuré pour que je signe le chèque, disant que c'était ton grand départ. Il a levé les yeux vers Laetitia. Elle croisait les bras, défiante, mais une goutte de sueur perlait sur sa tempe. Réalité, a poursuivi mon père en tournant une page où une facture était agrafée. Hôtel Martinez à Cannes, 3 nuits. Facture de boutique de luxe, un sac Gucci, 2 paires de chaussures. Pas de cours. Pas de masterclass. Juste des vacances. J'avais besoin de réseauter, a crié Laetitia. C'est comme ça que ça marche le business, tu ne peux pas comprendre, toi et ton esprit d'ouvrier. Mon père n'a même pas cligné des yeux. Il est passé à la ligne suivante. 2 juin 2024. Sortie, 2 800 €. Motif déclaré par Odette, soins dentaires urgents, un plan non remboursé. J'ai vendu mes actions EDF pour payer ça. Ma mère a porté la main à sa bouche, ses yeux écarquillés de terreur. Réalité, a dit mon père, implacable. Virement direct sur le compte de Laetitia pour couvrir un découvert bancaire et éviter une interdiction bancaire. Tes dents vont très bien, Odette. C'était pour aider ta fille, a gémi ma mère. Elle allait avoir des ennuis. Elle a des ennuis parce qu'elle dépense l'argent qu'elle ne gagne pas, a rétorqué mon père. Et tu es sa complice. Tu as volé mon argent pour financer ses caprices. Il a continué. La liste était interminable. Des réparations de toitures imaginaires qui étaient en fait des week-ends spa. Des pannes de voitures inventées qui finançaient des dîners étoilés pour les amis influents de Laetitia. Chaque ligne était un coup de poignard. Je regardais mon père et je ne le reconnaissais plus. Ou plutôt, je le découvrais enfin. Pendant toutes ces années, il n'était pas aveugle. Il observait. Il notait. Il accumulait les preuves comme un dossier criminel. « Papa, arrête. Tu es ridicule, a hurlé Laetitia, se levant brusquement. Tu fais tes comptes d'apothicaire alors qu'on est censé fêter ta retraite ? Tu es mesquin. C'est pour ça que je ne réussis pas, à cause de ton énergie négative. Assieds-toi, a dit mon père. Il n'a pas crié. Il a dit avec une telle autorité que Laetitia est retombée sur sa chaise comme une marionnette dont on a coupé les fils. Ces chiffres, a dit mon père en tapotant le carnet, ce n'est que de l'argent. Je pourrais pardonner l'argent.
J'ai travaillé dur, j'en ai gagné, vous l'avez dépensé. Soit. Il a fermé le carnet doucement. L'atmosphère a changé. Elle est devenue plus lourde, plus sombre. Il a tourné le carnet et a ouvert la couverture arrière. Il y avait une enveloppe Kraft scotchée à l'intérieur. Mais ce qui est ici, a-t-il dit en sortant un document plié de l'enveloppe, ce n'est pas de l'argent. C'est de l'âme. Il a déplié le papier. C'était une photocopie d'un rapport de police, accompagné de relevés bancaires surlignés en rouge fluo. Nous arrivons au 14 novembre de l'année dernière. La date où tout a vraiment basculé. Je me souvenais de cette date. Ma mère nous avait appelés en pleurs, disant qu'elle devait se faire opérer du cœur en urgence dans une clinique spécialisée en Suisse, que la sécurité sociale ne couvrait pas tout, qu'il fallait agir vite. Mon père avait vidé son plan épargne-retraite. Il avait vendu un petit terrain hérité de ses parents en Corrèze. Il avait rassemblé 145 000 € en 3 jours. L'opération du cœur, a murmuré mon père. Ma mère s'est mise à trembler violemment. Raymond, je t'en supplie. Pas devant Magali. Pas devant le petit. Au contraire, a dit mon père. Surtout devant eux. Parce qu'ils doivent savoir qui vous êtes vraiment. Il a posé le rapport de police sur la table, juste à côté de l'Alliance. Il n'y a jamais eu d'opération du cœur, n'est-ce pas Odette? Il n'y a jamais eu de clinique suisse. Il a pointé Laetitia du doigt. Un doigt accusateur, terrible. Il y a eu une voiture. Une nuit d'ivresse. Et un étudiant de 19 ans sur un vélo. Je sentis mon sang se retirer de mon visage. Le monde s'est mis à tourner. Quoi, ai-je soufflé? Ta sœur a renversé un gamin, a dit mon père sans quitter Laetitia des yeux. Et elle ne s'est pas arrêtée. Délit de fuite. Conduite en état d'ivresse. Laetitia était devenue blanche comme le linge. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans aucun son. Les 145 000 € n'ont pas payé des chirurgiens, a continué mon père, sa voix tremblant de rage contenue. Ils ont payé le silence de la famille de la victime pour éviter le procès pénal. Ils ont payé un avocat véreux. Ils ont payé un garagiste au noir pour faire disparaître les preuves sur le pare-choc. Il s'est tourné vers ma mère. Tu m'as fait croire que tu allais mourir, Odette. Tu as joué avec ma peur de te perdre pour couvrir un crime. Tu as pris notre retraite, notre sécurité, l'héritage de Magali, pour sauver la peau d'une criminelle. Ma mère a glissé de sa chaise. Elle s'est mise à genoux sur le tapis, agrippant le pantalon de mon père. C'est ma fille, Raymond. Je ne pouvais pas la laisser aller en prison. Elle est trop fragile pour la prison. J'ai fait ça pour la famille. Pour l'honneur de la famille. Mon père a reculé d'un pas, se dégageant de son étreinte avec dégoût. Il a regardé ma mère comme on regarde un inconnu. Tu ne protégeais pas l'honneur, a-t-il dit. Tu nourrissais un monstre. Il a regardé Laetitia, qui avait repris un peu de couleur et semblait chercher une excuse. C'était un accident, a crié Laetitia. Il n'avait pas de lumière sur son vélo. Et puis il n'est pas mort, il a juste eu la jambe cassée. Vous en faites tout un plat. Juste la jambe cassée, a répété mon père. Tu l'as laissé dans le fossé, Laetitia. Dans le froid. Comme tu as laissé le dessin d'Enzo sur la table. Tu détruis, et tu pars. Il a pris une grande inspiration. Mais cette fois, tu ne partiras pas seul. Il a regardé sa montre. Il est 19h45. Vous avez exactement 15 minutes. 15 minutes pourquoi? A demandé Laetitia, un rictus nerveux tordant sa bouche. Pour écouter ton sermon? C'est bon, on a compris. On te remboursera. Quand mon business décollera l'année prochaine. Tais-toi, a coupé mon père. Tu ne rembourseras rien parce que tu n'auras plus accès à rien. Il s'est tourné vers moi, puis vers Enzo. Magali, prends le petit, va dans ta chambre et commence à faire vos valises. Mais ne vous pressez pas. Vous restez. Puis il a pivoté vers ma mère et Laetitia. Et c'est là qu'il a prononcé les 4 mots. Il a posé ses mains à plat sur la table, s'est penché vers elle et a articulé distinctement. La maison est vendue. Le silence qui a suivi était différent des autres. C'était le silence du vide absolu. Que
Quoi? A balbutié ma mère. Quelle maison? Ce chalet? Mais c'est la maison de famille, Raymond. C'est l'héritage de ton père. Exactement, a dit mon père. C'est mon héritage. À mon nom propre. Pas au tien. Et puisque tu as volé mes économies, j'ai dû trouver un moyen de récupérer ce qui a été perdu. Il a sorti un dernier papier de sa poche. Un acte de vente notarié. J'ai signé ce matin à 9 heures. Les nouveaux propriétaires récupèrent les clés demain midi. Ce qui signifie que cette maison n'est plus la nôtre. Mais où va-t-on aller? A hurlé Laetitia. On habite ici. Maman habite ici. Plus maintenant, a répondu mon père. J'ai pris un appartement. Un 3 pièces à Strasbourg. Le bail est à mon nom et à celui de Magali. Il m'a regardé. J'étais sous le choc. Il avait tout prévu. Quant à vous deux, a-t-il continué en regardant sa femme et sa fille aînée, débrouillez-vous. Vous êtes intelligente pour voler, vous serez intelligente pour vous loger. Tu nous mets à la rue, a crié ma mère, se relevant, le visage déformé par la panique. Raymond, il neige dehors. C'est la tempête. Tu ne peux pas faire ça à ta femme. Mon épouse est morte le jour où elle m'a menti sur son cancer pour couvrir un délit de fuite, a dit mon père froidement. La femme qui est devant moi est une étrangère. Il a pointé la porte. Sortez de chez moi. Laetitia a bondi sur ses pieds. Tu bluffes. Tu ne feras jamais ça. Je vais appeler la police. Appelle-les, a dit mon père avec un calme olympien. J'ai le dossier du délit de fuite juste ici. Je suis sûr qu'ils seront ravis de rouvrir l'enquête avec les nouvelles preuves que j'ai rassemblées. Le garagiste a déjà avoué, Laetitia. Je l'ai enregistré. Laetitia s'est figée. Pour la première fois de sa vie, la peur réelle a traversé ses yeux. Elle a compris qu'il ne jouait pas aller. On s'en va, maman, a-t-elle craché, attrapant son sac à main. On n'a pas besoin de lui. On ira à l'hôtel. Le grand hôtel du lac. Et on t'enverra la note. Elle a sorti son téléphone pour réserver. Elle a tapé furieusement sur l'écran. Merde, a-t-elle murmuré. Pas de réseau? Si, il y a du réseau, a dit mon père. C'est ta carte qui ne marche pas. Laetitia a levé les yeux, incrédule. J'ai bloqué les comptes joints à 19 heures, a expliqué mon père. J'ai signalé une fraude massive. La banque a tout gelé en attendant l'enquête. Tes cartes, celles de ta mère, tout est bloqué. Vous n'avez pas un centime. Tu es un monstre, a hurlé ma mère. Tu veux nous tuer. Je veux que vous compreniez ce que c'est que la vraie vie, a dit mon père. La vie sans filet de sécurité. La vie que Magali vit depuis toujours. Il s'est retourné vers la fenêtre où la neige tombait en rideaux épais. Le temps presse. La route va être mauvaise. C'était une exécution. Propre, nette, sans effusion de sang, mais mortelle. Je regardais ma sœur, cette brute qui m'avait terrorisée toute ma vie, et je la voyais rétrécir à vue d'œil. Sans l'argent de papa, sans la protection de maman, elle n'était rien. Juste une enfant méchante dans une robe trop chère. Elle s'est tournée vers moi, les yeux pleins de rage et de larmes. Magali. Fais quelque chose. Tu vas laisser ce vieux fou nous jeter dehors? Dis-lui. Tu es ma sœur. Je l'ai regardé. J'ai regardé le vin sur le dessin d'Enzo. J'ai regardé mon père, droit comme un i, enfin libéré de son fardeau. Et pour la première fois, j'ai senti une force nouvelle monter en moi. Je suis ta sœur, ai-je répété lentement. Laetitia a hoché la tête frénétiquement, attrapant mon bras. Ses ongles longs s'enfonçaient dans ma chair. Oui. On est le même sang. Tu ne peux pas le laisser faire ça. Maman est vieille, elle va tomber malade. J'ai regardé sa main sur mon bras. J'ai pensé à toutes les fois où elle m'avait pincé en cachette quand nous étions petites. À toutes les fois où elle m'avait humiliée devant mes amis. À ce soir où elle avait ri du chagrin de mon fils. J'ai dégagé mon bras d'un coup sec. Tu as raison, ai-je dit, ma voix surprenant tout le monde par sa fermeté. Maman est vieille. Et toi, tu as 36 ans. Tu es une coach de vie, non?
C'est le moment de mettre en pratique tes conseils sur la résilience. Tu es une garce ingrate, a sifflé Laetitia, son visage se tordant de haine. Tu as toujours été jalouse de moi. Jalouse parce que je suis belle, parce que je brille, et toi tu es juste terne. Je me suis avancée vers elle. J'ai envahi son espace personnel. Elle a reculé d'un pas, surprise. Tu ne brilles pas, Laetitia, ai-je dit calmement. Tu es juste recouverte de paillettes que papa a payées. Et maintenant, la fête est finie. Je me suis tournée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte en grand. Le vent glacial s'est engouffré dans le salon, faisant voler les rideaux et éteignant quelques bougies. La neige entrait déjà sur le paillasson. Sortez, ai-je dit. Ma mère pleurait à chaudes larmes, ramassant son manteau de fourrure. Gilles. Gilles, fais quelque chose, a-t-elle crié à mon oncle. Mon oncle Gilles, qui avait ri si fort tout à l'heure, regardait ses chaussures avec une fascination soudaine. Il savait de quel côté le vent soufflait. Raymond avait l'argent et la maison. Odette et Laetitia n'avaient plus rien. Je pense que Raymond a pris sa décision, Odette, a marmonné Gilles. Je ne peux pas me mêler des affaires de couple. Traître, a craché ma mère. Elles ont fini par sortir. Laetitia traînait sa valise à roulettes dans la neige, ruinant ses escarpins. Ma mère s'accrochait à son bras, une silhouette brisée et pathétique. Ma voiture ne va jamais démarrer par ce froid, a crié Laetitia depuis l'allée. C'était vrai. Sa décapotable n'était pas faite pour l'hiver vosgien. Mon père n'a pas bougé. Il n'a même pas regardé par la fenêtre. Il a simplement dit, Gilles, tu devrais peut-être les déposer en ville. Avant que ta voiture ne soit bloquée aussi. Gilles s'est levé précipitamment, trop heureux de fuir cette scène de carnage émotionnel. Oui, je vais les emmener. Il a couru dehors. Quelques minutes plus tard, nous avons vu les phares de sa voiture balayer le salon, puis disparaître dans la nuit blanche. La porte s'est refermée. Le silence est revenu. Mais cette fois, ce n'était pas un silence pesant. C'était le silence après la bataille. Le silence de la paix. Mon père a expiré longuement, comme s'il retenait son souffle depuis des années. Ses épaules se sont affaissées. Tout d'un coup, il a semblé avoir son âge. Il a vacillé légèrement. Papa. Je me suis précipitée vers lui pour le soutenir. Ça va, ma grande, ça va, a-t-il dit en s'appuyant sur la table. C'est juste l'adrénaline qui retombe. Il a regardé Enzo, qui observait la scène avec de grands yeux ronds, tenant toujours son pinceau. Raymond a souri tristement. Il s'est approché de la table. Il a plongé sa main dans la flaque de vin, a récupéré son alliance, l'a essuyée sur sa chemise et l'a glissée dans sa poche. Puis, il a regardé le dessin. Enzo, viens voir, a-t-il dit doucement. Enzo s'est approché, méfiant. Regarde, a dit mon père en pointant la tache. Tu voulais peindre le lac un jour de beau temps, n'est-ce pas? Enzo a hoché la tête. Eh bien, parfois, la nature décide autrement. Regarde comment le rouge se mélange au bleu ici. On dirait le crépuscule. On dirait le moment où le soleil se couche et incendie le ciel. C'est magnifique. Enzo a penché la tête. Tu trouves? Je trouve que c'est le plus beau dessin que j'ai jamais reçu, a dit mon père. Parce qu'il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de la nuit où nous sommes devenus libres. Il a pris le sèche-cheveux de ma mère qui traînait sur le buffet et a commencé à sécher le papier doucement. J'ai regardé mon père sécher ce dessin avec une tendresse infinie, et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de soulagement. Cette nuit-là, nous avons dormi tous les trois dans le salon, sur des matelas tirés devant la cheminée. Personne ne voulait être seul dans les chambres vides. Le vent hurlait dehors, secouant la charpente du vieux chalet, mais pour la première fois de ma vie, je me sentais en sécurité. La tempête était à l'extérieur. À l'intérieur, le poison avait été drainé. Je regardais les flammes danser et je pensais à ma mère et ma sœur. Je savais qu'elles ne dormaient pas dehors. J'y les avais probablement déposées dans un motel bon marché ou les avais ramenées chez lui à contre-cœur. Une partie de moi, cette vieille partie conditionnée à être la gentille fille, se sentait coupable. Tu penses à elle? A demandé mon père dans la pénombre. Je ne peux pas m'en empêcher, ai-je avoué.
C'est brutal, papa. Tout perdre en 1 heure? Elles n'ont pas tout perdu ce soir, Magali, a répondu mon père, sa voix calme se mêlant au crépitement du bois. Elles ont tout perdu petit à petit, à chaque mensonge, à chaque acte d'égoïsme. Ce soir, c'était juste l'addition. Il s'est tourné vers moi. Tu sais, quand on doit amputer un membre gangrené, c'est brutal. C'est sanglant. Mais si on ne le fait pas, le corps entier meurt. Je devais choisir. Soit je les laissais continuer et elles nous entraînaient tous dans leur chute, la prison pour Laetitia, la faillite pour nous tous, soit je coupais net. Tu as vendu la maison pour de vrai? Oui. L'argent servira à rembourser ce que j'ai pris sur mon plan retraite, et avec le reste, j'ai acheté cet appartement à Strasbourg. C'est plus petit, mais c'est à nous. Et surtout, c'est loin d'ici. Loin des souvenirs. Le lendemain matin, le réveil a été étrange. Pas de cris, pas de drame, pas d'Odette se plaignant de sa migraine, pas de Laetitia exigeant son café au lit. Juste le silence feutré de la neige. Nous avons emballé nos affaires. J'ai aidé mon père à trier. Il a laissé beaucoup de choses. Les vêtements de ma mère, ses bibelots, ses collections de porcelaine. Laisse tout, a-t-il dit. Les déménageurs emporteront ça au garde-meuble pour elle. Je ne veux rien qui porte son empreinte dans notre nouvelle vie. Alors que nous chargeons la voiture, le téléphone de mon père a sonné. C'était Laetitia. Il a regardé l'écran, puis l'a tendu vers moi. Tu veux répondre? J'ai regardé le nom s'afficher. J'ai imaginé sa voix. Les menaces, puis les pleurs, puis la manipulation. Non, ai-je dit. Je n'ai rien à lui dire. Mon père a souri, fier. Il a appuyé sur le bouton rouge et a bloqué le numéro. Puis il a fait de même pour ma mère. Allez, a-t-il dit en claquant le coffre. En route. Au moment où la voiture démarrait, j'ai vu une silhouette au bout de l'allée. C'était Gilles. Il était revenu, seul. Il nous a fait un petit signe de la main, timide, presque désolé. Mon père a hoché la tête, un bref salut entre hommes, et a accéléré. Nous avons laissé le chalet derrière nous, disparaissant dans le rétroviseur sous un manteau blanc. J'ai réalisé que je ne laissais pas seulement une maison. Je laissais derrière moi 32 ans de soumission. Je laissais la Magali victime. Enzo était assis à l'arrière, son dessin ruiné soigneusement roulé dans un tube en carton sur ses genoux. « Maman ?» a-t-il demandé. « Oui chérie. On ne verra plus mamie et tata ?» J'ai pris une grande inspiration. C'était la question difficile. Pas pendant un long moment, Enzo. Elles ont besoin d'apprendre à être gentilles. Et ça prend du temps. C'est pas grave, a-t-il dit en haussant les épaules. Papy est plus gentil de toute façon. Et il m'a promis qu'on allait construire un train électrique géant dans le nouvel appartement. J'ai ri. Un vrai rire, léger, qui venait du ventre. Mon fils allait bien. Mieux que bien. Il était libéré d'un poids qu'il n'aurait jamais dû porter. Mais la vraie victoire, la justice finale, je ne l'ai apprise que 6 mois plus tard. Et croyez-moi, le karma a fait son travail avec une précision encore plus redoutable que celle de mon père. Si vous avez déjà ressenti ce soulagement immense après avoir coupé les ponts avec une personne toxique, mettez un j'aime à cette histoire. Montrez-nous que nous ne sommes pas seuls à avoir choisi la liberté. L'appartement de Strasbourg était différent. Lumineux, moderne, fonctionnel. Il n'avait pas le charme rustique du chalet, mais il avait quelque chose de mieux, il était sain. 6 mois avaient passé. La vie avait pris un nouveau rythme. Un soir, en rentrant du travail, j'ai trouvé mon père et Enzo dans le salon. Le sol était recouvert de rails miniatures, de gares en plastique et de petits arbres. Attention, le TGV entre en gare, criait Enzo, hilar. Mon père, à 4 pattes sur le tapis, ajustait un aiguillage avec le sérieux d'un ingénieur en chef. Il avait l'air 10 ans plus jeune. Ses traits s'étaient détendus. Il ne portait plus son alliance et la marque blanche sur son doigt avait bronzé, disparaissant presque complètement. « Salut la compagnie » ai-je lancé. « Maman. Regarde. Papy a fabriqué un tunnel avec du papier mâché. » Je me suis assise avec eux. C'était ça, le bonheur. Pas de luxe, pas de drame. Juste des moments simples,
Après le dîner, une fois Enzo couché, mon père m'a servi une tisane. Il a posé une lettre sur la table. L'enveloppe était froissée, l'écriture familière et tremblante. Des nouvelles du front, a-t-il dit ironiquement. C'est Gilles qui m'a écrit. Comment vont-elles, ai-je demandé, surprise de ne pas ressentir de pitié, juste une curiosité détachée. Le karma est une chose fascinante, a dit mon père. Il m'a raconté. Odette vivait dans un studio HLM en banlieue de Nancy. Elle passait ses journées à raconter à qui voulait l'entendre que son mari l'avait abandonnée pour une femme plus jeune, ce qui était faux, bien sûr, et qui lui avait tout volé. Elle avait essayé de venir à l'église de son ancien quartier, mais les rumeurs sur le délit de fuite avaient circulé. Les regards fuyants et les chuchotements l'avaient fait fuir. Elle était seule avec son amertume. Quant à Laetitia. Elle travaille, a dit mon père avec un petit sourire satisfait. Elle travaille ? Laetitia ? Oui. Au rayon mise en rayon d'un supermarché discount. Elle scannait des boîtes de conserve. J'ai écarquillé les yeux. Laetitia, la diva, l'influenceuse ratée, la coach de vie, scannant des codes barres ? Et ce n'est pas tout, a ajouté mon père. L'enquête sur l'accident a été rouverte grâce aux éléments que j'ai fournis. Elle a été condamnée à de la prison avec sursis, une lourde amende et une obligation de soins pour son alcoolisme. Elle doit rembourser la famille de la victime chaque mois. Elle n'a plus un centime pour ses sacs à main. Et maman ? Elle ne peut pas l'aider. Elles vivent ensemble dans ce petit studio, et d'après Gilles, elles passent leur temps à se hurler dessus, se blâmant mutuellement pour leur malheur. J'ai imaginé la scène. L'enfer qu'elles avaient créé pour nous, elles le vivaient maintenant entre elles, en vase clos. Elles se dévoraient l'une l'autre. Tu regrettes ? ai-je demandé doucement. Mon père a regardé par la fenêtre vers les lumières de la ville. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, a-t-il dit. J'ai perdu trop de temps à essayer de sauver quelque chose qui était déjà mort. Mais je suis heureux d'avoir sauvé ce qui restait. Il a posé sa main sur la mienne. Tu sais, Magali, j'ai refait mon testament hier chez le notaire. Papa, ne parle pas de ça. Si, c'est important. Tout ira à toi et à Enzo. J'ai mis en place un fonds bloqué pour ses études. Plus personne ne pourra jamais vous voler votre avenir. J'ai serré sa main. Je me sentais riche. Pas d'argent, mais de sécurité, d'amour et de vérité. Je suis allé border Enzo. Il dormait paisiblement, son dessin encadré au-dessus de son lit. Mon père l'avait fait encadrer professionnellement, avec une plaque dorée en dessous où il avait fait graver « Le coucher de soleil sur le lac » par Enzo, artiste résili. La tache de vin faisait partie de l'œuvre maintenant. Elle ne la gâchait plus. Elle la rendait unique. C'était la preuve que l'on peut transformer la laideur en beauté, si on a les bonnes personnes autour de soi. Le printemps est arrivé en Alsace, et avec lui, une légèreté que je n'avais jamais connue. Je n'avais plus peur de répondre au téléphone. Je n'avais plus cette boule au ventre permanente en me demandant quelle catastrophe Laetitia avait provoquée ou quelle critique acerbe ma mère allait me lancer. J'ai même rencontré quelqu'un. Un collègue de travail, Marc. Un homme simple, gentil, qui aime la randonnée et qui rit aux blagues d'Enzo. Quand je l'ai présenté à mon père, j'avais peur. Peur qu'il soit critique ou méfiant. Mais Raymond a juste serré la main de Marc et a dit « Tant que tu la respectes et que tu ne renverses pas de vin sur les dessins du petit, tu es le bienvenu. » Nous avons ri. Nous pouvions enfin rire de ça. Un jour, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était Laetitia. Pas un mail, pas un texto. Une lettre papier. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes, assise sur un banc dans le parc de l'Orangerie. Magali, je sais que tu me détestes. Tu as gagné. Papa t'a tout donné. J'espère que tu es contente de me voir ramper. Je travaille comme une esclave. Je n'ai plus d'amis. Maman devient folle, elle parle toute seule. J'ai besoin de 500 €. Juste pour payer l'électricité. S'il te plaît. Je suis ta sœur. Ne sois pas cruelle comme papa. Laetitia. J'ai relu la lettre 2 fois. Pas d'excuses. Pas de remords. Juste de la manipulation, encore et toujours. Tu as gagné, tu es cruelle. Elle n'avait rien appris.
Elle se voyait toujours comme la victime. J'ai sorti mon briquet de mon sac. J'ai mis le feu au coin de l'enveloppe. J'ai regardé le papier noircir, se recroqueviller et tomber en cendres sur le gravier. Je n'étais pas cruelle. J'étais juste guérie. Je ne devais rien à mon bourreau. Je suis rentrée à la maison. Enzo et mon père préparaient un gâteau au chocolat. Il y avait de la farine partout, même sur les lunettes de papa. « Tu as reçu du courrier ?» a demandé mon père en me voyant entrer. « Rien d'important » ai-je répondu en embrassant son front fariné. « Juste une publicité. » Il m'a regardé dans les yeux. Il a compris. Il a souri. « Viens nous aider, on a mis trop de levure, ça va exploser. » Et nous avons ri. Ce soir-là, en regardant mon père et mon fils dormir devant la télé, j'ai réalisé que le mot famille est un verbe, pas un nom. C'est quelque chose qu'on fait, pas quelque chose qu'on est. Ma mère et ma sœur étaient ma parenté, mais elles n'étaient pas ma famille. Ma famille, c'était cet homme qui avait sacrifié son confort pour ma sécurité. C'était ce petit garçon qui dessinait des couchers de soleil violet. La coupure avait été douloureuse, oui. Comme une chirurgie à cœur ouvert sans anesthésie. Mais aujourd'hui, le cœur battait fort et clair. C'était l'anniversaire d'Enzo la semaine dernière. Il a eu 8 ans. Nous n'avons pas fait de grandes fêtes prétentieuses. Nous avons invité Marc, quelques copains d'école d'Enzo, et c'est tout. Il y avait des ballons, des gâteaux faits maison un peu de travers, et beaucoup de bruit. Au moment d'ouvrir les cadeaux, mon père lui a tendu une grande boîte plate. Enzo a déchiré le papier. C'était une mallette de peinture professionnelle. Des vrais tubes d'acrylique, des pinceaux en poil de martre, une palette en bois. Le genre de matériel qu'on offre à un artiste, pas à un enfant qui gribouille. Pour que tu puisses peindre le monde comme tu le vois, a dit mon père. Et je te promets que personne ne versera jamais rien dessus. Enzo s'est jeté dans ses bras. Merci papy. Je vais te faire un portrait. J'ai regardé cette scène et j'ai pensé à la Magali d'il y a un an. Celle qui tremblait, qui s'excusait d'exister, qui laissait son fils se faire piétiner pour maintenir la paix. Cette femme n'existe plus. Elle est morte le soir où l'alliance est tombée dans le vin. À sa place, il y a une mère qui sait que son devoir premier n'est pas d'être une bonne fille ou une bonne sœur, mais d'être un bouclier pour son enfant. J'ai une pensée pour ceux qui écoutent cette histoire et qui sont encore dans la tempête. Ceux qui sont assis à une table en ce moment même, se faisant humilier par un parent toxique, une sœur narcissique ou un frère brutal. Ceux qui avalent leur colère pour ne pas faire de vagues. Je veux vous dire ceci, la paix que vous achetez au prix de votre dignité n'est pas la paix. C'est une reddition. Et le prix ne fera qu'augmenter. Mon père a attendu 40 ans. C'était presque trop tard. Ne faites pas comme lui. N'attendez pas que vos cheveux soient gris ou que votre compte en banque soit vide. N'attendez pas qu'il brise quelque chose d'irréparable chez vos enfants. La famille, ce n'est pas l'ADN. L'ADN, c'est juste de la biologie. La famille, ce sont les gens qui vous aident à nettoyer le gâchis quand le vin est renversé, pas ceux qui le versent en riant. Parfois, il faut brûler les ponts pour empêcher l'ennemi de vous suivre. Parfois, il faut vendre la maison pour sauver le foyer. Aujourd'hui, nous n'avons plus de chalet à la montagne. Nous n'avons plus de statut social à préserver. Mais nous avons la vérité. Et la vérité est bien plus chaude que n'importe quelle cheminée en hiver. Si cette histoire a résonné en vous, si vous avez vous aussi dû prendre des décisions difficiles pour vous protéger, partagez votre expérience dans les commentaires. Dites-nous quel a été votre moment de l'alliance, ce moment où vous avez dit stop. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires. Ensemble, nous sommes plus forts face à l'adversité. Prenez soin de vous, et surtout, protégez vos dessins. Ils sont précieux. Merci de m'avoir écouté. Écrivez liberté en commentaire si vous avez écouté jusqu'au bout. I am dying very fast. Nice slow. Wow, I just got stuck off. Little Bo Peep with the brand new bitch.
No way. Of course he eats me! He loves to eat me. Oh, I can't get him. I can't get him either. I'm stuck on the point. Oh, yeah, fucking. That needs no skill. Fucking don't play this game with me. Love it. Taking a picture, you already know. Play these games with me, lady. I just wanted a quick game so I can go to bed. Yeah, that ain't happening. Lord, too. And of course it goes Lord, by the way. 99-99 in the first round. Well, sorry, they're fucking Lord wannabe Penny Parker just wanted to fucking try to act like they're the shit. I still need a pee. Use it to your motivation. What? Yeah. You don't want me to steal the ace from now, do you? Wearing. Is your aim really as good as they say Hey, it is, Hawktua! son? Deadpool just called me Hawktua. Yep. That's all you. Why is it sitting in a stool? What the? Okay. Yeah. I'll sit in a stool as well. Wait, what? Does everyone have that? Yeah, because you're cool. 3, 2, Yeah, 1. All you need to do is we all have it. area. Got it? Sounds easy. Happy Which means it's probably not, right? I think it's so weird when people spam that shit. I love spamming it. Happy I live to spam happy birthday. This is gonna hurt. Get ready. Here come the bad guys. Oh my goodness. Oh my god, that Alright. No, it's fucking captured on that shit. I fucking lasered her. I fucking lasered her on that shit. I'm telling you, people don't understand. Like, don't pull out Penny when I'm playing. That's just my main. Like, Penny never is get fun to fucking play. shit on. He's hella fun to play, but dude, she's just so fucking easy. That's why I get. I know, that's why it's fun to play. Fuck. Don't say shit. Every time we say shit, I get low. My body's I think Nyx is waiting for his next tree time. Canceled? First time? Yeah. It must be nice. I want to be like you. Why am I getting dogged on by a support Deadpool? Get away from me. Gosh. come here to read. You've captured more than half of the mission area. Keep going. How does that hit me? Oh, you guys are dead. No, I'm good. No, you don't. Oh, fuck. I thought I got you there. Yep, nope, you're dead. Don't fucking come into my web. Get him. Trying. Never miss. Area's almost yours. Marvel's never gonna let me rest, are they? Oh, no skill shot! No damage. I wouldn't get that done. You'll have to keep fighting until we have a winner. Big dog. Yay. Up the time to load another. Yep, No. another game. No. No, you're gonna do Another game, another victory royale. Victory. can't. Here. I'm joking. I'll just type a penny div.
Yeah, so we're gonna let this guy just gonna be MVP or what? How do you think I feel every single time I play with him? Hey, real as fuck. Guys, they had 16 final hits combined. I had 21. Oh, Oh, I'm only giving the likes to the people that like me. I left the game. I don't even Yeah, know. you're not getting a like. Yeah, you're not getting it like. You're not. You're not. Who do you think you are? I left too because of how angry I am. Dang What do you it. think you Guys, are? I I ruined it. I'm am. sorry. 369. Damn, you're fine. You Is should this just your have to give me one more fucking- time. Did I just see your Discord That was my Steam. Marvel Rivals? No, Marvel Rivals account? Because it says you invited me through Discord. Oh. That's funny. It's like a random account. It's like own Duckling. Yeah, for some reason, 13. whenever you like invite someone to the game, it also invites them through Discord if you have it connected. You're welcome. so stupid. Is I'm just cringe. trying to make sure you're getting invites. I mean, thank you, yes, but that is cringe. as I want you hell. guys to feel welcome. I don't want my DMs to be flooded with fucking random DMs of game invites. That's why I invite people and people don't invite me. Tell them. Okay. Taking your clothes off, bucket naked. Okay, well, fun games. We marveled GGs, the rivals. We did Marvel the GGs. Rivals. The Rivals. Next time, let's play CS. I'm down. But Lightning, it's so fun. I think I'd rather. Well, at least try it again. Please. No wanna. Fine. Is Good it really night. fun? Okay, good night. Bye, good night. Good night. Alright, chat. We're going to be rating Z McBride. I haven't rated him in a while, so I haven't seen him stream in a while. So I wanted to, I want to rate him. Me and him Snapchat all the time. Last time I took a selfie for a streak. He instantly stood. Like, shit, you're getting me hard, bro. And I said, no, you, and then he just said you. How do you beat that shit? I love you guys. I appreciate you guys. I see you guys in the next one. Thanks for all the subs. I'll be back again hopefully on Wednesday. Wednesday should be good. Only problem I get on Wednesdays are I do tags Wednesday morning until like 10 a.m., 11 a.m. I do like 12 to 10 sometimes. But yeah, that's why like sometimes I call out from stream. Sorry. I love you guys. Appreciate you guys. I'll see you guys in the next one. I love you. Mean it. Peace.